troisième objectif de la firme, après qu'elle ait travaillé pour recruter ses collaborateurs et qu'elle travaille donc pour les conserver, troisième objectif, développer le capital humain. Alors comme je le rappelle dans la diapositive, le collaborateur de la firme est à la fois une valeur et un potentiel, c'est-à-dire une valeur actuelle et ce collaborateur a une capacité, je dirais, à s'améliorer et cette capacité peut être captée par l'entreprise. En tout cas, augmenter la valeur du collaborateur, alors soit par sa formation, soit tout simplement par son travail à l'intérieur de l'entreprise. C'est le processus je dirais, qu'on appelle learning by doing, c'est-à-dire la manière dont on profite des effets de l'expérience. On traduit le learning by doing en français par les effets de l'expérience. Ces effets de l'expérience sont très subjectifs et pourtant, ils ont été mesurés, notamment aux États-Unis, mais pas uniquement. Et on obtient une loi un tout petit peu étrange dont on ne connaît pas les ressorts, en quelque sorte, mais qui correspond à un constat qui est fait dans tout un tas de domaines, en particulier l'industrie, mais pas uniquement. Ce constat, des effets de l'expérience, j'en dis deux mots pour l'anecdote, parce que c'est vraiment une loi étrange, eh bien c'est le fait qu'à chaque fois qu'on double les quantités réalisées, alors je vais préciser les choses, à chaque fois qu'on double les quantités réalisées, on diminue de 20% le travail effectué. Autrement dit, si en tant qu'étudiant ou dans le passé en tant qu'élève, vous aviez par exemple eu des devoirs à faire, eh bien à chaque fois que vous doublez la quantité de devoirs, qu'on peut estimer par exemple, je sais pas, une dissertation dans tel ou tel domaine, imaginons que vous ayez une dissertation tous les samedis qui dure 4 heures en classe, etc. Le premier samedi, vous allez faire, je ne sais pas, 2 pages, 3 pages, tout dépendra du sujet, hein, qu'importe. L'essentiel, c'est de pouvoir avoir des éléments de comparaison, par exemple, sur une classe. 2 pages, 3 pages, 4 pages. Vous doublez la quantité, c'est-à-dire de nouveau un travail sur un sujet différent, par exemple, le samedi suivant, et à ce moment-là, vous allez augmenter par rapport à votre nombre d'heures, vous aurez toujours 4 heures, dirons-nous, d'examen, vous allez augmenter votre capacité. Donc vous ne ferez pas 3 pages, 4 pages, mais vous ferez un tout petit peu plus, dirons-nous presque 20% de plus, puisque ça, c'est les effets de l'expérience. Le samedi suivant, de nouveau, vous avez quelque chose. Le samedi, le quatrième samedi, vous avez de nouveau quelque chose. Et bien là aussi, vous allez avoir les effets de l'expérience qui vont se manifester. Alors c'est curieux parce que là, je parle comment dirais-je, de devoirs à faire. L'enseignant va avoir ce même type de problème, mais pour les devoirs à corriger. Alors là, c'est encore plus manifeste. Et à titre personnel, je l'ai souvent constaté. Vous avez, je sais pas, une centaine de copies à corriger, un amphithéâtre à corriger, etc. Et donc, cet effet de l'expérience, vous allez le constater immédiatement sur des grands nombres. C'est-à-dire là, on a parlé, par exemple, pour les élèves de dissertation dans un format de 4 heures. Donc là, on peut mesurer en quelque sorte le nombre de pages produites sur 4 heures, mais le nombre de copies corrigées va être encore plus manifeste. On va voir cette loi des effets de l'expérience se manifester sur, si vous avez une centaine de copies à corriger, eh ben, ça va se manifester de manière très évidente. Parce que là, on va pouvoir voir comment on double les quantités. Vous passez d'une copie à la deuxième. Alors, en première copie, il vous faut peut-être, je ne sais pas, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, tout dépend du type d'examen. La deuxième copie, vous allez gagner 20% du temps. La quatrième copie, encore 20% du temps par rapport au premier 20%, enfin, que vous avez eu. Vous doublez, donc la huitième copie, vous gagnez encore 20%. La 16e copie, vous gagnez 20%. Et donc sur 100 copies, vous allez rapidement voir des effets de l'expérience tout à fait significatifs et inexplicables. Alors, on peut expliquer, on a des éléments d'explication, mais ce qui est curieux, c'est pas tellement qu'on puisse l'expliquer, par exemple, pour le travail en classe ou pour les copies à corriger, c'est qu'on a le même phénomène également en matière de production industrielle. Alors maintenant, les productions industrielles sont un peu plus normalisées, mais lorsqu'elles l'étaient un peu moins, donc dans un passé déjà assez lointain, disons
au cours du XXe siècle, on s'apercevait également qu'il y avait ces effets de l'expérience. On les constate pour le traitement de dossiers homogènes dans des administrations. J'ai moi-même été confronté en tout début de carrière à avoir à gérer un service social spécialisé, l'établissement national des Invalides de la Marine, dans une affectation que j'avais. Le service traitait à l'époque, autant que je me souvienne, 127 000 feuilles maladie. Hein, c'était avant la carte vitale, donc avant l'automatisation de ce type de traitement. Il y avait plusieurs services répartis sur le littoral. Donc dans le service géographique qui était le mien, on traitait 127 000 feuilles par an. Moi j'étais à Saint-Malo, donc en Bretagne. Les collègues de Marseille avaient 200 et quelques mille feuilles par an. Et les agents qui traitaient ça à la main, hein, il fallait lire les feuilles, cocher, vérifier, coder un certain nombre de choses. Et ben, c'était tout à fait manifeste aussi. Il y avait cet effet de l'expérience. On mesurait pas l'effet de l'expérience hein, de manière objective, mais on voyait avec les nouvelles personnes qui entraient, elles mettaient un temps infini à traiter les feuilles au tout début, alors que les anciens, ça s'était traité vraiment à très très grande vitesse avec un nombre d'erreurs limité. Donc voilà, ce potentiel, il est là. Hein, il est non seulement sur la formation objective, la formation au sens formation professionnelle hein, en tant qu'obligation de l'employeur, mais ça existe aussi en tant que formation au métier, quel que soit le métier. Et bien, comment dirais-je, c'est ça la valeur, le potentiel en quelque sorte, la valeur potentielle de la personne recrutée. Elle va s'améliorer par les effets de l'expérience, le learning by doing. Alors quand je parle de valeur, bon, je distingue la valeur actuelle, je dirais la valeur d'entrée, si vous voulez, si on était en comptabilité ou en gestion, la valeur d'entrée dans l'entreprise. Je parle du potentiel, mais il s'agit d'une valeur qui est en fait un stock. On peut aussi distinguer la valeur selon que c'est une valeur en tant que stock ou une valeur en tant que flux. Alors, la firme ne peut pas, comme je l'indique, s'approprier cette valeur qui est un stock. Elle ne peut pas s'approprier le stock, hein, tout simplement parce que, comme on l'a vu, cette valeur, ce capital humain, donc, reste incorporé à l'individu. C'est vraiment le principe de l'incorporation du capital humain et de sa non-transférabilité relative. C'est-à-dire que le capital humain, le capital de l'individu, ne peut pas être cédé, vendu, ni même donné. Par contre, l'individu peut faire profiter d'autres personnes de ce capital. C'est pour ça que je parle de transférabilité, la non-transférabilité relative. C'est le principe même, finalement, quand vous regardez les choses, de l'apprentissage, dans le sens le plus large. C'est-à-dire les parents avec leurs enfants, on transmet des valeurs d'ailleurs, mais alors peut-être pas dans le même sens, on reverra ça, hein, cette notion de valeur au sens les choses auxquelles on croit, hein, si vous voulez, ou auxquelles on attache de l'importance. Donc les parents transmettent des valeurs à leurs enfants, les maîtres transmettent des connaissances à leurs élèves, hein, à l'école. Les artisans transmettent leur savoir à leurs apprentis. Là, c'est typiquement l'apprentissage au sens propre du terme. Les professeurs transmettent aussi des choses, je l'espère, à leurs étudiants. Les anciens transmettent des choses aux plus jeunes. Dans une entreprise, on verra assez souvent un mécanisme de transmission hein, aussi de certains savoirs, y compris d'ailleurs de la culture d'entreprise, des anciens aux nouveaux. Une transmission qui pourra être soit individuelle, soit faite collectivement, à l'occasion de travaux collectifs à l'intérieur de l'entreprise. Bon, il y a tout un tas de canaux, hein, je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez, ce principe même de transférabilité relative, ou de non-transférabilité relative, permet donc de transférer des connaissances. Et ça nous amène à un troisième point que vous voyez dans la diapositive. Pour autant, donc, bien que la firme ne puisse pas s'approprier la valeur, du moins en tant que stock, elle va pouvoir s'approprier ce qui est produit par le capital humain de ses collaborateurs, autrement dit le flux, que ce capital humain soit produit individuellement par chaque collaborateur, hein, dans le cadre du processus de production, soit même collectivement. C'est-à-dire le fait de rassembler des collaborateurs dans un établissement donné, dans une usine, dans un magasin, etc. Les collaborateurs tous ensemble vont
au-delà de leurs compétences et de leur production, je dirais, individuelle, le fait d'être rassemblés, ça va faire que 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça ne va pas faire 4, ça va peut-être faire 5. Parce qu'il y a une sorte de, j'allais dire, d'intelligence collective qui va se dégager du travail en groupe, qui ne sera pas l'intelligence unique de chaque personne qui travaille dans le magasin, dans l'atelier, dans le bureau, dans l'usine, etc. Vous voyez un peu l'idée. Et cette idée n'est pas nouvelle, elle a été pressentie, je dirais, par un auteur que vous connaissez, que tout le monde connaît, c'est Karl Marx, l'analyste du capitalisme à travers son ouvrage principal, le Capital. Et bien, Karl Marx identifie cette appropriation de l'énergie, de l'intelligence collective des personnes que le capitaliste, que l'entrepreneur rassemble, prend l'initiative de rassembler. Il va s'approprier non seulement ce qui est produit par chaque individu, mais également ce qui est produit par tous les individus. Retenez un peu cette image qui n'est pas exactement juste, et surtout pas, bien sûr, de manière arithmétique, cette image que 1 plus 1 plus 1 plus 1 ne font pas 3 ou 4 ou 5, mais font un peu plus. Et ce un peu plus, c'est le capitaliste qui va se l'approprier. C'est un aspect qui est mis en évidence par Karl Marx en tant qu'économiste classique, puisqu'il est, il est classé, si j'ose dire, parmi les économistes classiques. Donc dans la lignée d'Adam Smith, de Ricardo, de Malthus, etc., c'est le même type de pensée. Donc ça, c'est un premier aspect. La firme ne peut pas s'approprier le stock, bien sûr, bon, on a vu. On a parlé un tout petit peu du flux, et bien la firme va pouvoir s'approprier le flux produit par le capital humain de ses collaborateurs, soit individuellement, soit collectivement, j'allais dire individuellement et collectivement. Et aussi, la firme peut augmenter ce capital. Alors, on a vu un processus d'augmentation de ce capital avec le fait de rassembler, de donner du travail aux gens. Donc, le learning by doing va être un processus d'augmentation du flux produit par les personnes, mais aussi de la compétence que les agents économiques, que les salariés, donc en l'occurrence, vont acquérir, quelle que soit cette compétence, que ce soit pour fabriquer des couteaux, que ce soit pour traiter des dossiers, que ce soit un chirurgien dans un bloc opératoire, etc., etc. L'habileté, l'agilité à traiter son métier va être créée justement par cette pratique. Cette pratique qui peut résulter donc de l'initiative en quelque sorte de l'entrepreneur qui aura pris l'initiative d'embaucher une personne, de lui donner des outils, de lui dire bah tiens voilà il faut que tu travailles, de la faire travailler en commun, etc. Voilà un peu l'idée. Ça c'est un premier point qu'on a un tout petit peu vu, mais aussi l'entreprise, la firme, peut augmenter le capital tout simplement avec les processus habituels de formation professionnelle, de mise en commun des salariés, on l'a vu, pour s'approprier en quelque sorte l'intelligence collective, résultant, si on veut, des interactions entre les collaborateurs, comme je l'indique sur la diapositive, et tout un tas de mécanismes qui peuvent compléter cet aspect-là. Naturellement, alors ça n'était pas vu comme ça, hein, mais je l'indique quand même, lorsque l'Empire allemand, hein, donc, prend ce qu'on appelle le Deuxième Empire hein, en Allemagne, c'est-à-dire Bismarck, la fin, l'unification de l'Allemagne sous la houlette de la Prusse, à la fin du 19e siècle, qui a été l'occasion donc de battre la France en 1870, bon, etc. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Mais l'Allemagne avait été déjà une puissance industrielle hein, qui commençait à rattraper l'Angleterre hein, tout au long du 19e siècle, et ça se manifeste surtout à la fin du 19e siècle. Et quelquefois on se dit, bah, tiens, le chancelier allemand à l'époque, donc Otto von Bismarck, il a pris l'initiative de faire des lois sociales. Et c'est un des créateurs, je dirais, de ce qu'on appellerait aujourd'hui le droit social, c'est-à-dire à la fois le droit du travail et le droit de la protection sociale. Et la question s'est posée de dire, bon, c'était quand même un peu quelqu'un qu'on qualifierait aujourd'hui, bon, malgré les anachronismes, quelqu'un de droite, en disant, bah, tiens, c'est curieux, quelqu'un de droite. Et il a tellement réussi, je termine cette anecdote, il a tellement réussi dans
cette période-là, donc à partir de 1870 jusqu'au début du XXe siècle. Alors lui, il est mort avant, mais son œuvre a continué. Que dans cette période-là, on a un indicateur qui est intéressant, qui est le fait que les deux départements d'Alsace et le département de la Moselle avaient été conquis par l'Allemagne en 1870 et ils sont restés allemands 48 ans, donc jusqu'en 1918, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Quand la France récupère, à la fin de la Première Guerre mondiale décidément, quand la France récupère ces départements, et enfin ce qu'on appelle l'Alsace-Lorraine, donc l'Alsace-Moselle plus exactement, ok, on applique le droit français, et puis les gens là-bas disent ouais d'accord, ok, on est français, pas de problème, à mort les Allemands, enfin je caricature, mais bon, enfin, on aimerait bien garder les régimes sociaux. Et donc, dans un pays centralisé comme la France, on parle de particularisme en Corse, en Martinique, etc. Mais on ne parle jamais des premiers particularismes qui ont été admis par la France et légalisés par la France, c'est-à-dire particularisme notamment de l'Alsace et de la Moselle, qui conservent jusqu'à l'heure actuelle un certain nombre de lois en matière de commerce, en matière de protection sociale, en matière de droit du travail, en matière de congés, en matière de maternité, tout ce que vous voulez, qui sont hérités purement et simplement du droit impérial allemand de cette période de 1870 à 1918. Alors pourquoi? Je termine ma petite histoire en terminant cette diapositive. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que même s'il n'était pas de gauche ou même s'il était de droite, je ne sais pas si c'est un compliment ou pas, Otto von Bismarck, donc le chancelier allemand, avait une vision qui était très très claire. Il menait une politique industrielle à l'époque qui l'a conduit à la Première Guerre mondiale, entre parenthèses. Mais il voulait que le capital humain, alors on n'appelait pas ça le capital humain, on n'appelait même pas ça les ressources humaines, mais il voulait que les travailleurs, pour faire simple, donnent le plein de leurs capacités. Et pour donner le plein de leurs capacités, il ne s'agissait pas de les exploiter, il ne s'agissait pas pour les grands leaders, je dirais, de l'industrie allemande, de l'industrie lourde, de la sidérurgie, de la métallurgie, de la chimie, etc. Des leaders qui existent encore aujourd'hui. Ces entreprises-là n'ont pas disparu, que ce soit dans la pharmacie, dans la chimie, dans BASF, Bayer, Krupp, etc. Ce sont des industries, Thyssen, sont des industries encore, qui ont traversé les siècles. Et il a dit, bon, aux gars, écoutez, vous ne pouvez pas exploiter vos gens. Donc il va falloir trouver un truc parce que l'Allemagne doit se renforcer. L'Allemagne peut-être prévoyait déjà cette guerre, je ne sais pas, de 14-18, je n'en sais rien, je n'ai pas étudié la question à fond. Mais voilà, l'idée c'était quand même, à travers la protection sociale, je résume, donc au-delà de la formation professionnelle, encore que la formation professionnelle en 1925, quand la France adopte les principes de l'apprentissage tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, c'est en copiant le modèle allemand, de nouveau, modèle allemand qui nous a été transféré par nos amis les Alsaciens. Donc c'est pas du tout un hasard, mais au-delà de la formation professionnelle, plus sérieusement, au-delà de la formation professionnelle, ce qui est intéressant, c'est que avant Mincer, avant Schulz, avant Gary Becker, donc les pères fondateurs, si on peut dire, du capital humain contemporain, sans le savoir, je pense, mais avec une intuition quand même derrière, les Allemands, de l'Empire allemand, ce qu'on appelle le Second Empire allemand, le Deuxième Reich, par opposition au Troisième Reich, donc d'Adolf Hitler, ces tenants de l'Empire allemand, de l'unité allemande, avaient quelque chose derrière la tête. Ils savaient qu'on ne pouvait pas réussir une industrialisation et monter des entreprises concurrentielles, avec des avantages compétitifs, dirions-nous aujourd'hui, en négligeant le facteur humain. Alors qu'on l'appelle le capital humain, les ressources humaines, les travailleurs, les salariés. Bon, ça veut dire prendre en compte, bien sûr, la formation, apprentissage, prendre en compte la santé de manière curative, c'est-à-dire les lois sociales permettant
d'indemniser les travailleurs accidentés au service de leur entreprise, lois qui ont été copiées donc en France en 1898, mais qui existaient en Allemagne quelques années avant. À titre préventif aussi, les visites médicales par exemple, les congés, etc. Tout ça pour maintenir une capacité, ne pas exploiter au sens le plus vil et le plus, je dirais, méchant du terme, ne pas exploiter les travailleurs. Voilà, donc quelques éléments sur le développement du capital humain. Cette diapositive qui a été un peu longuement commentée, mais je crois que c'est important de repositionner les choses. Les choses, si vous voulez, je fais une petite parenthèse, les choses ne naissent pas comme ça naturellement, comme on pensait il y a quelques siècles. Ben, tiens, les bactéries, bon, voilà, elles naissent toutes seules. Non, non, il y a toujours un truc derrière. Alors, un truc qu'on ne voit pas nécessairement, ça serait trop facile, on n'est pas si malin que ça. Mais toutes ces choses-là, par exemple, si on pousse des cocoricots en disant ouais, nous on est bon, on a inventé les lois sociales, on a inventé le droit du travail, on a inventé le droit de la protection sociale, on a inventé les conventions collectives, on a inventé ci, on a inventé là, eh bien en fait, c'est un choc quand on découvre soi-même à l'étude qu'en fait, tout simplement, et très légitimement, et très justement, et très intelligemment, nos gouvernants, les députés, etc., ont adopté, alors qu'on avait... L'Allemagne avait perdu, là, pas en 1898 pour les lois sociales, mais par exemple les conventions collectives, par exemple la gestion industrielle sous forme de branches, tout ça, c'est des choses qu'on a importées d'Allemagne, alors importé parce que les industries collaboraient, hein, je dirais, de part et d'autre de la frontière, donc les gens se connaissaient, c'était pas des ennemis, hein. Bon, après il y a eu les guerres, mais bon, les gens se connaissaient, et donc euh, on n'a pas inventé des choses, c'est pas sorti d'un chapeau, ça a des origines. Comme je disais, par exemple, le marketing, c'est un truc qui nous vient des États-Unis. Bon, voilà. Et il y a généralement un décalage qui, au départ, était de l'ordre d'une vingtaine d'années, qui se réduit un peu, mais pas tant que ça, hein. Je dirais, on a toujours un décalage. En gros, si vous réfléchissez bien, vous prenez n'importe quelle question, tiens, par exemple, je ne sais pas, la technologie, Internet, etc., vous retrouverez un décalage qui n'est pas de 20 ans cette fois, mais qui existe quand même. Et il n'y a pas de mal à ça, hein. Je veux dire, c'est une diffusion, c'est la mondialisation, on dirait, mais c'est une explication un peu courte, c'est simplement qu'on a tendance à copier ce qui se fait, on fait nous-mêmes du benchmarking. On reverra cette notion, on va voir ce qui se passe chez les autres, et quelquefois on a l'intelligence de copier ce qui est bien chez les autres. Dans ce troisième objectif de la firme, consistant donc à développer le capital humain à son service, la firme va pouvoir mettre en œuvre différents moyens qui tournent autour des idées de développement des compétences. À savoir la formation professionnelle et le développement personnel. Donc on a dit deux mots de la formation professionnelle, ce n'est pas notre sujet, mais ça intervient quand même dans ce développement du capital humain, comme on en a eu l'intuition en parlant juste avant. Et ça concerne aussi l'idée de progression du salarié. Alors progression bien sûr ascensionnelle, si on peut dire, par changement de niveau, de niveau de qualification, de niveau d'études, de niveau de compétences, de niveau hiérarchique. Alors tout ça, c'est codifié, hein, c'est codifié dans les conventions collectives, c'est codifié, je dirais, dans le système éducation nationale, c'est codifié au niveau européen, c'est codifié même au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Donc la notion de progression, hein, je dirais, qui peut être une progression dans les études, qui peut être une progression dans les qualifications, donc les diplômes, qui peut être une progression, je dirais, dans les aspects hiérarchiques, tout ça, c'est codifié. Donc il y a cette idée de progression ascensionnelle, hein, quand je parle de progression du salarié, mais il y a aussi l'idée de diversification professionnelle, c'est-à-dire que le salarié n'est pas forcément obligé, quand il se qualifie, quand il fait de la formation professionnelle, quand il fait des études, il n'est pas forcément obligé, comme je disais, de progresser en montant.
par exemple en montant dans la hiérarchie, comme on dit quelquefois. Il peut aussi progresser en ajoutant des compétences aux compétences qu'il a déjà. Imaginons, je dis n'importe quoi, mais c'est pour faire comprendre, vous êtes boulanger ou boulangère, et puis vous souhaitez vous qualifier en pâtisserie. Bon, peut-être qu'il y a des systèmes, des modules qui permettent de faire ça. Vous êtes médecin généraliste ou vous avez déjà une spécialité, ben vous allez passer un diplôme universitaire, je ne sais pas, de médecine du sport. Là, ça ne va pas être une progression, je dirais, hiérarchique, d'autant que vous pouvez être tout simplement à votre compte, donc la question hiérarchique ne se pose pas. Ça ne va pas être une progression non plus dans les diplômes. Vous ne passez pas d'un niveau master à un niveau doctorat, vous êtes déjà docteur en médecine. Ça va être une progression, je dirais, que j'appellerais en diversification, une sorte de progression non plus ascensionnelle, mais une progression latérale, entre guillemets. Donc, et puis on peut combiner je dirais, les progressions des salariés en particulier, puisque c'est notre sujet, dans le cadre du marketing RH et de la marque employeur, une progression qui peut mixer la progression ascensionnelle et la diversification professionnelle. Voilà un peu l'idée. Alors, quel qu'il soit, hein, ces moyens, comme je l'indique dans la diapositive, devront de toute façon manifester certains points communs. C'est là, je dirais, un prérequis hein, de la réussite, si vous voulez, de l'opération d'acquisition et de valorisation des compétences, à la fois bien sûr pour l'entreprise qui y a intérêt, pardon, et aussi bien sûr pour les collaborateurs. Alors, ces points communs, c'est que d'abord, les firmes devront ou doivent reconnaître la valeur et le potentiel des collaborateurs. On revient à un aspect qu'on a déjà un tout petit peu évoqué, à savoir que par rapport à une vision ancienne, ou pas ancienne d'ailleurs, puisqu'elle est encore actuelle et elle a encore de beaux jours devant elle, mais une vision classique, dirons-nous, et d'origine de la gestion des ressources humaines qui voit les travailleurs, les ressources humaines, pour tout dire, comme à la fois gérées de manière objective, c'est-à-dire de manière légale, sur les bases du code du travail, etc. Et également géré dans un esprit d'économie budgétaire, c'est-à-dire qu'on considère traditionnellement, comme je l'ai indiqué, que la ressource humaine ou les ressources humaines en entreprise sont un coût avant d'être un bénéfice, avant d'être un avantage. On ne voit souvent que l'aspect coût. Et d'ailleurs, toutes les politiques qui sont mises en œuvre depuis, disons, le milieu des années 70, avant, il y avait très peu de politique de l'emploi, puisqu'il y avait très peu de chômage. Donc, mais toutes les politiques mises en œuvre depuis cette époque-là, hein, depuis l'augmentation du chômage de masse à partir de 1975, hein, pour donner une date, toutes les politiques donc mises en œuvre par les pouvoirs publics tendent à diminuer le coût du travail. Et font bien ressentir que le travail est d'abord un coût. Alors bien sûr, il est également intéressant, il y a une autre manette hein, qui dit, bon, mais les travailleurs, la ressource humaine est également un bénéfice, et donc on peut valoriser, il y a la formation professionnelle a été recadrée en France et fonctionne sur des principes qui datent d'une loi de juillet 1971, donc c'était avant la grande crise pétrolière et avant les débuts de la crise continue dans laquelle on est depuis 45 ans. Mais l'idée, c'est que les firmes doivent reconnaître la valeur et le potentiel des collaborateurs. Et sortir en quelque sorte de cette gestion traditionnelle qui est effective des ressources humaines, qui considère l'aspect légal et l'aspect ressources humaines égale coût de production. Donc, à diminuer. Deuxième aspect, les moyens pour développer le capital humain devront donner du sens, ou en tout cas être cohérents avec l'action de la firme et des collaborateurs dans la firme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il doit y avoir au minimum une cohérence, c'est-à-dire que pour ce qui nous concerne dans notre étude hein, du marketing, ressources humaines et de la marque employeur, la firme ne peut pas se présenter au monde, comme je dis, en étant une firme sympa, on peut faire des trucs, etc. et être dans la réalité une firme un peu, je dirais, plus que traditionnelle, en n'envoyant pas les gens en formation, en ne satisfaisant pas les promesses qu'elle a peut-être faites pour attirer des collaborateurs, etc. Donc il y a vraiment une cohérence, ça c'est peut-être le premier point, au minimum,
Je veux dire, en tout cas, il faut être cohérent, c'est-à-dire faire ce qu'on a promis de faire. Et puis, ma foi, si on n'a rien promis, ben, tant pis pour le collaborateur. Mais dans ce cas-là, il faudra quand même que la firme, pour maintenir les il s'agit bien de développer, bon, de conserver le capital humain, mais là, on parle de développement du capital humain. Il faut que la firme essaye de donner du sens, c'est-à-dire, ben, oui, vous avez de la valeur, mesdames, messieurs les collaborateurs, oui, on va vous aider à augmenter vos compétences, oui, c'est bon pour vous et c'est bon pour nous, gagnant-gagnant, comme on dit, etc., etc. Il y a un minimum de sens à donner. Dernier point dans la mise en œuvre de ces moyens de développement du capital humain, qu'on verra dans le détail, hein, mais je les indique d'ores et déjà, enfin j'indique un cadre général dès maintenant. La firme devra rester attentive à l'humain, justement. Il ne s'agit pas de parler de ressources humaines ou de capital humain en parlant de ressources et de capital. Ces mots sont importants, bien sûr, puisqu'ils servent à rattacher l'humain à des techniques, hein, plutôt qu'à des principes économiques. Mais ce qui compte, c'est l'humain. Et donc la firme, un tout petit peu dans l'esprit de ce que je viens de dire à propos de donner du sens, elle devra être attentive à l'humain, en évitant en particulier d'instrumentaliser, alors le terme n'est pas exact, plutôt de chosifier, hein, si le terme existait ou si le terme existe, de chosifier l'humain. Alors c'est un peu ce qu'on reproche à des firmes, effectivement, on a eu l'occasion d'évoquer ça beaucoup, hein, dans la presse, comme Amazon, quoi. Des firmes qui sont sympas et qu'on utilise peut-être au quotidien. Et dans la réalité, ben, ça peut être des enfers, si vous voulez, dans les ateliers, dans les hangars, notamment à l'époque de Noël ou autre, et notamment en ces temps peut-être de pandémie, de confinement, de maladie, où finalement beaucoup de magasins peuvent être fermés, etc. Et on va commander un peu plus en ligne. Je pense aussi, au-delà d'Amazon, qui est un exemple un peu immédiat, contemporain, actuel, comme vous voudrez, je pense aussi à cette image donnée, hein, du travail, qui est donné dans le film de Charlie Chaplin, Les temps modernes, où finalement le travailleur est chosifié, si vous voulez. Mais il se révolte, donc c'est déjà ça.